Dans cet épisode de Insurtech Stories, on va parler d'un sujet qu'on aborde assez rarement en podcast, la conformité. Alors la conformité, c'est un sujet qui devient crucial en 2026 pour les RH, mais on voit un premier problème persister, c'est souvent la qualité, la fiabilité des données. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Laure de Nibellis. Bonjour Laure. Bonjour Christophe. Qui n'a pas eu le droit d'utiliser ses fiches, je précise. Comment vas-tu ? Bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Nibellis ? Aujourd'hui, chez Nibellis, je m'occupe de toute la partie marketing et communication, donc sur le périmètre des offres, développement de la notoriété, génération de business et véritablement lier un peu l'ensemble des BU et créer les dynamiques autour des différentes BU que nous avons lancées. Top. Et puis bon, tu connais quand même largement l'écosystème, ça fait quand même un moment qu'on se connaît, tu as eu plusieurs vies dans ce milieu RH. Pourquoi la conformité, aujourd'hui, ça devient quelque chose de prioritaire ? Alors en fait, aujourd'hui, c'est véritablement prioritaire. On voit que l'univers et l'écosystème se structurent avec une inflation réglementaire croissante. Cette année, particulièrement en 2026, il y a un certain nombre de réglementations qui vont entrer en vigueur. Ce qui fait que les entreprises ont la nécessité de se structurer autour de ça. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est des sujets qui sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles aux salariés. Tout le monde en entend parler, tout le monde se saisit de ces sujets et comprend bien sûr l'impact que ça peut avoir dans leur quotidien. Ce qui fait qu'on ne peut plus l'ignorer. Ça ne peut plus être que des sujets de spécialistes en fait. Alors, dans ces sujets, tu as évidemment cette année le sujet qui a été le plus médiatisé, la transparence salariale, mais tu as aussi la réforme des entretiens pro, la DSN. Bon, j'ai envie de dire, la DSN, c'est presque tous les 2 ans qu'on pond un nouveau projet autour de la DSN ou en paye. Comme en paye, tu as eu la révolution des conventions collectives là récemment, modification titanesque de la convention de la métallurgie, et ainsi de suite. Pourquoi ces sujets pourraient, je dirais, presque fragiliser les entreprises aujourd'hui ? Parce que c'est ça le risque, en fait, de cette conformité. Mais le risque, pourquoi est-ce que ça peut fragiliser les entreprises ? Donc, je te le disais, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible pour les salariés. Il y a des enjeux derrière qui sont hyper stratégiques, en fait. Comme c'est plus accessible et que les gens maîtrisent mieux ces parties-là, ça veut dire qu'il y a un impact direct sur la marque employeur et l'expérience collaborateur. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même très structurant, dans la mesure où l'ensemble de cette conformité est structuré autour de données qui doivent créer à un moment donné une expérience totalement unique. Si cette expérience est totalement unifiée, même plus qu'unique, si ces éléments ne sont pas fiables, véritablement, ça peut exposer les entreprises à des sanctions financières, à des contentieux, à un certain nombre de problématiques de contrôle URSSAF, ce genre de choses, qui vont avoir un impact financier, juridique, derrière immédiat, au-delà des problématiques de notoriété d'entreprise et de marque employeur qui peuvent également amener des sanctions immédiates en termes de visibilité sur le marché et d'impact réputationnel. Et puis j'ai vu dans des audits que j'ai pu faire par le passé, par exemple, des pénalités sur des DSN erronées où l'entreprise payait, je crois qu'ils en étaient à 2 millions d'euros de pénalités. Donc ça peut même complètement impacter la rentabilité de l'entreprise. Et j'ai même vu des entreprises pénalisées et ne plus pouvoir répondre aux appels d'offres publics parce qu'elles n'étaient pas en conformité, notamment vis-à-vis de l'URSSAF, etc. Donc ça crée quand même des risques assez forts pour les entreprises. Ça crée vraiment des risques très, 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 très importants en fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que globalement, on a des données qui sont très éparses dans les entreprises, qui vont être établies à différents points de contact, donc que ce soit au niveau des RH, au niveau de la paye, au niveau des managers, ce qui fait qu'on est totalement dispersé. Et il y a véritablement une problématique de réconcilier l'intégralité de ces données et d'avoir une sorte de gouvernance de la donnée qui puisse la fiabiliser justement pour limiter ces impacts. Puisque si à un moment donné on n'arrive pas à réconcilier ces infos, derrière, on va se retrouver avec des écarts en DSN
qui vont être importants et donc des régularités assez conséquentes. On va se retrouver avec des amendes au niveau de l'URSSAF parce qu'on n'a pas réglé les cotisations au moment où il fallait et sur les montants sur lesquels on devait les régler. Donc, ouais, des impacts financiers et juridiques, encore une fois, qui sont très importants. Alors, on le voit, hein, et puis c'est un sujet qui revient souvent dans la conformité, mais également dans la mise en place de l'IA, c'est la qualité des données RH. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce qui freine l'adoption de l'IA, c'est en partie le fait que les RH n'ont pas une confiance absolue en leurs data et à les traiter, mettre une couche d'IA sur des data qui sont un peu bancales, ça créerait encore plus d'anomalies, de biais et d'erreurs que ça créerait de richesse au niveau de l'exploitation de ces données. Et au niveau conformité, c'est pareil en fait. C'est une catastrophe. Mais est-ce que ça met pas les RH en position compliquée aujourd'hui, même je dirais en interne vis-à-vis de leur direction, parce que c'est un poids à porter Alors, ça peut les mettre dans une position compliquée, si tant est qu'ils n'aient pas la ligne directrice, on va dire. En effet, ce qu'on constate, comme je te le disais, c'est que les données sont vraiment éclatées. Il va y avoir des SIRH, mais on n'a pas une gouvernance de la donnée qui soit totalement unifiée, parce que jusque-là, les systèmes n'étaient pas conçus comme ça, puisque la donnée RH n'était pas au cœur des problématiques et on ne traitait pas cette donnée sous forme d'expérience collaborateur, parce qu'in fine, c'est ça en fait. Ouais. C'est de se dire que ta donnée va refléter vraiment ton expérience. Il n'y a pas trop d'outils aussi dans les SIRH aujourd'hui. Absolument. C'est le reflet de l'écosystème, de ce qu'on rencontre. Aujourd'hui, tu vas avoir des outils pour tout et qui vont plus ou moins bien s'interconnecter les uns avec les autres, où tu ne vas pas avoir une intégration complète. Et à partir du moment où ton socle de data n'est pas nickel, derrière, ça a un impact direct sur les use cases que tu peux vouloir développer au niveau de l'IA. Est-ce que les RH payent pas un peu, j'allais dire presque l'ancien marché RH, de dire on y va à fond sur le best of breed, on s'équipe. Aujourd'hui, on voit des directions RH dans des ETI, des grands groupes qui nous disent, j'ai des RH qui me le disent, on paye des centaines de milliers d'euros de licences, on utilise à peine 70% des outils. Il y a même des outils qui sont payés, qui ne sont pas utilisés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une rationalisation à faire au niveau de l'équipement ? Au niveau de l'équipement, tout à fait. Une rationalisation, une intégration qui soit plus forte, puisque aujourd'hui, en effet, il y a eu toute la stratégie des entreprises de se dire on veut le meilleur outil à un instant T pour gérer telle étape de ma politique RH. Cependant, les outils ont été intégrés. Alors, on ne va pas dire comme des gadgets, puisque c'est pas la réalité, c'était pour gérer un besoin. Cependant, ils n'ont pas été intégrés dans la logique de politique salariale globale, en fait. Ouais. Ce qui fait qu'on se retrouve sur on paye directement le best of breed et sur quelque chose qui est vraiment trop éclaté. Avec des données qui ne sont pas exploitables et qui ne s'interconnectent pas ensemble, en fait. Oui, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Avec des référentiels à droite, des autres à gauche, qui ne se parlent pas. Un coup, tu as une interface, un coup, tu n'en as pas. On voit des RH aussi qui, pour compenser, vont extraire les données de la paye sur un Excel pour ensuite aller les comparer avec les données, j'en sais rien, du TMS, parce qu'ils ont besoin de valoriser une formation auto-horaire, mais c'est pas interfacé, et c'est fait un peu à l'arrache, en fait. À l'arrache, à la main, et de manière absolument pas uniforme et réconcilié. Et c'est plus RGPD parce qu'ils sont passés par un fichier Excel entre les deux et qu'il est plus sécurisé. Et du coup, on se retrouve encore avec des risques, pour le coup, sur cette problématique, avec le traitement des données personnelles qui est assez important. Puisque, alors, par défaut, en même temps, une fois qu'on a fait ce constat un peu, je dirais presque, d'un état du marché passé qui est la conséquence de ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises, malgré tout, la technologie a évolué. On a des outils dopés à l'IA aujourd'hui. Est-ce que la technologie, quand même, aujourd'hui, si on rationalise son schéma directeur SIRH, va permettre aux entreprises d'atteindre un niveau suffisant pour cette conformité attendue, en fait? Alors, je vais faire une réponse un petit peu en deux teintes.
Pour moi, oui, la technologie doit permettre à un moment donné de pouvoir aller plus loin dans le développement et dans la mise en place des politiques salariales, de la gestion des ressources humaines dans l'intégralité des entreprises. C'est vraiment une force de pouvoir capitaliser sur de la donnée structurée qui va permettre de mettre en évidence les différents indicateurs, les points d'amélioration aussi sur les parcours des collaborateurs, parce que c'est ça quand même ce qu'on cherche à faire, hein. On cherche à attirer, recruter, fidéliser nos collaborateurs. Mais il y a une chose que la technologie ne pourra pas faire, c'est traiter à la place. Donc, la techno ne va pas définir la stratégie. La techno ne va pas interpréter les entretiens managériels, ce genre de choses, en fait. Et elle ne va pas cleaner les données, toutes les données automatiquement. Exactement. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est le problème de data côté RH. Bon, ça fait 20 ans que j'entends ça, les datas sont pas propres, il nous manque des éléments pour compléter telle ou telle brique dans le SIRH, on n'a pas les infos. Ça me fait un peu l'effet, tu sais, quand ça fait 10 ans que tu n'as pas rangé un placard et tous les week-ends, tu te dis « Ah, il faudrait que je fasse du tri. » Et en fait, tu le fais pas parce que tu n'as jamais le temps. Donc, je pense que c'est la même chose. Les RH le font pas parce que en même temps, ils sont harcelés par cette conformité où on va leur dire, tous les ans, on leur prend un nouveau reporting. Tous les ans, moi-même, par exemple, j'ai eu la médecine du travail qui m'a dit « Ah, vous n'êtes pas conforme, il faut faire ce fichier, ce fichier, ce fichier. » Bon, je leur ai répondu, avant de me demander d'être conforme, commencez par faire les rendez-vous médicaux de mes collaborateurs. Vous avez 2 ans et demi de retard. C'est une aparté, mais on en est là aujourd'hui aussi. Complètement. Tu vois ? Mais c'est ça, c'est qu'on est vraiment sur une surenchère au niveau de la réglementation qu'il faut intégrer dans les outils. Déjà, il y a quand même une part là-dessus qu'il faut savoir ensuite exploiter, on va dire, au quotidien. Et où, in fine, on va se retrouver avec des reports qui vont être exploitables et exploités une fois à l'année. Avec un turnover RH Avec aussi. un turnover RH qui est hyper important, des RH qui ont la tête dans le guidon parce qu'ils ont un éventail hyper large en termes de mission. Et ce qui fait qu'on se retrouve véritablement sur une complexité à déployer et mettre en œuvre finalement ces éléments. Est-ce que tu as des exemples, un exemple concret où le manque de fiabilité des données a pu créer un vrai problème opérationnel ou réglementaire ? Alors, sur ces parties-là, en fait, on va avoir de vrais des rattrapages. Beaucoup au niveau des URSSAF. Donc on a eu des clients en fait qu'on a dû accompagner parce que avant qu'ils s'équipent, justement ils avaient des outils qui n'étaient pas forcément dont la conformité avait traîné à être intégrée, parce que, voilà, encore une fois, surenchère, et qui se sont fait rattraper par l'URSSAF, avec des pénalités, mais très très fortes, puisqu'il y avait des écarts au niveau des cotisations, et les régules de cotisation n'avaient pas été mises à jour par rapport au barème qui avait évolué. Donc ça peut mettre vraiment en difficulté les entreprises. Ça arrive souvent sur les TOAT, ça. Oui. Pas de mise à jour, on reçoit les courriers, on ne met pas à jour dans le système... où on oublie de cocher une case dans la DSN. C'est exactement ça. Et on s'en rend compte 3 ans après. Et ça, c'est le plus courant, on va dire. Hein. Ouais. Ça arrive. Mais est-ce qu'on manque pas aussi d'un vrai métier d'expert en conformité au niveau des équipes RH ? Alors, au niveau des équipes RH, on n'a pas ce genre de métier. Hein. On ne l'a pas. On va l'avoir au niveau global de l'entreprise, mais quelqu'un qui va travailler spécifiquement à la conformité réglementaire, à la conformité au global d'ailleurs. Des datas sociales. Des datas sociales, pour travailler la donnée sociale. En entreprise, on n'a pas ce type de profil. Parce qu'on ne va pas se mentir, le gestionnaire n'a pas le temps de le faire, un responsable paye n'a pas le temps de faire ça non plus. Donc c'est presque un métier qui devrait être... à un moment, on avait dans certaines boîtes des responsables... comment on appelait ça, des contrôleurs de gestion, sociale. Il y en a très peu finalement. Ah, il y en a peu. Il y a peu d'entreprises qu'on... Tu l'as dans les grands groupes, dans certaines ETI, mais... C'est ça. Mais globalement, tu l'as pas. Là où tu vas retrouver dans d'autres métiers,
par exemple, moi, au niveau des équipes marketing, etc., je vais avoir ce type de profil Ouais. qui va traiter la donnée, qui va traiter la conformité au niveau de mes données. Et sur quelque chose d'aussi structurant que le RH, On l'a pas. on l'a pas. Ça montre aussi un peu ce que les moyens donnés à la fonction RH Ça montre le dans chemin beaucoup que nous avons d'entreprises. Hein. Ça montre le chemin que nous avons devant Ouais. là-dessus. Et un cas à l'inverse où une entreprise qui ferait bien le job, est-ce que, j'imagine, les clients Nibélis? C'est ce que j'allais dire, nos clients, forcément. Ce qu'il y a, c'est que forcément, c'est notre métier. Donc, nous, on est des équipes qui veillent ces parties-là et qui intègrent, qui travaillent ensuite avec les équipes de développement pour intégrer dans la solution. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux externaliser en BPO, par exemple, cette conformité sur une certaine partie de la paye? Alors, quand tu externalises en général en BPO, tu externalises la totalité. Donc oui, forcément. Cependant, et tu délègues du coup ta responsabilité étant donné que tu es en BPO, quoi. Est-ce que ça, c'est pas une tendance que devraient quasiment opérer toutes les entreprises versus, par exemple, le modèle belge où c'est déjà le cas? Où c'est déjà le cas. De plus en plus, hein, on le voit dans les autres pays européens, les entreprises sont véritablement en train de switcher vers davantage d'externalisation complète pour déjà déléguer les responsabilités, Ouais. parce que c'est important, c'est quand même, ce qu'on le disait, hein, les pénalités sont quand même assez importantes. Donc pour déléguer les responsabilités et aussi pouvoir se concentrer beaucoup plus sur l'expérience collaborateur et n'exploiter finalement que la donnée nécessaire, en fait. Puis j'y vois un troisième vecteur aussi qui peut les pousser à faire ça, c'est la pénurie des profils gestionnaires paye sur le marché. Oui. Parce que moi, à chaque fois que je discute avec un DRH, il m'a jamais dit j'ai un problème à recruter un recruteur. Non. Non, il a toujours un problème à recruter un gestionnaire paye parce que, alors il y en a, mais des gens qui s'improvisent. Hein. Aujourd'hui sur le marché, on a beaucoup de gestionnaires qui s'improvisent gestionnaires et qui sont juste des gestionnaires de saisie. Mais des vrais gestionnaires paye formés et capables de contrôler une paye. Mais il y en a peu, c'est un métier qui est quand même très technique, en fait, hein, et qui nécessite justement de bien maîtriser la réglementation, de bien maîtriser les calculs, de bien maîtriser tous les aspects conventionnels, etc., de les comprendre, d'être en capacité de les interpréter. Donc non, c'est assez technique et il y a peu de profils, en effet. Alors comment les équipes RH doivent-elles opérer pour faire de cette conformité un véritable enjeu finalement stratégique de gouvernance RH? Comment tu arrives à faire comprendre aux équipes RH? Est-ce que finalement t'en parles au DRH ou est-ce que c'est presque un sujet de direction générale? Alors, c'est pour moi un vrai sujet de direction générale. Et on le voit quand même de plus en plus dans les entreprises, et c'est une bonne chose. Les DRH commencent à avancer véritablement main dans la main avec les directions générales, puisque elles ont compris qu'il y avait un vrai enjeu stratégique de pérennité aussi pour les entreprises. Donc il y a un impact, on le disait, sur la confiance en externe, il y a un impact financier. Donc on est vraiment sur une stratégie globale d'entreprise. Comment avancer? Il est nécessaire de pouvoir structurer la donnée, on l'a dit plus tôt, et d'organiser cette gouvernance de données, d'intégrer l'ensemble des systèmes, donc qu'on agisse sur les entretiens annuels, sur les entretiens professionnels liés à la réglementation, la paye, les systèmes de paye, tout ce qui va être lié à la transparence salariale, ce genre de choses. Il faut qu'on puisse vraiment aligner l'ensemble, que les DRH puissent aligner ensemble et organiser la gouvernance autour de ces données pour pouvoir ensuite en exploiter l'essence même et aller travailler au quotidien avec les directions générales et ensuite les collaborateurs pour vraiment travailler cette expérience collaborateur. Merci Laure. Merci Christophe.